Alors, comme je l'ai dit lors de notre dernier podcast, j'avais prévu de parler de la qualité relationnelle en famille. Ok. Et donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai que toi, t'en parles souvent dans le cadre du travail, avec les formations sur la qualité relationnelle au travail. Ben oui, parce que, en fait, tu as pu remarquer qu'à chaque fois, le mot travail est entre parenthèses. Ouais. Ce qu'on met en avant, c'est la qualité relationnelle. Et après, elle s'applique là où les personnes choisissent de la mettre en œuvre. Oui. Donc, tu vois, si tu souhaites qu'on parle de la qualité relationnelle en famille, ben, c'est tout à fait pertinent. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Alors tu vois, ce qu'on pourrait peut-être observer dans un premier temps, c'est ce qui se passe dans une famille quand les relations ne sont pas de qualité. Tu vois, par exemple, entre les parents ou entre les enfants ou entre les parents et les enfants. Comment se déroulent les interactions dans ce cas-là ? Eh bien, je dirais que dans ces situations-là, il n'y a pas d'entente, tout simplement. Clairement. La communication n'est pas fluide, les membres de la famille n'ont peut-être même pas envie de passer du temps ensemble, ils s'évitent, ou ils se parlent peu ou alors de manière distante, ou même quand ils se parlent, c'est souvent bruyant, avec des mots désagréables, des cris, des reproches. En fait, il n'y a pas la confiance. Et il peut même y avoir des doutes sur les intentions des uns envers les autres. C'est une sorte de climat de suspicion, voire même de la jalousie. Et finalement, on ressent une sorte de mal-être, avec des non-dits et avec des choses importantes qui ne sont pas forcément exprimées, ou qui, quand elles le sont, elles explosent en conflit ouvert. En fait, la famille devient un lieu où on ne trouve ni réconfort, ni soutien. Et les membres ne se voient pas non plus comme une ressource les uns pour les autres. C'est la méfiance qui domine. C'est exactement, c'est ce que j'allais dire. Et pourtant, la famille, c'est peut-être le repère le plus important où c'est essentiel de se sentir en confiance, reconnu, en sécurité. Tu vois, c'est dans ce cocon qu'on peut s'épanouir, en fait, et comme tu le dis, se ressourcer. Ouais. Et puis c'est aussi l'espace où il y a de l'apprentissage, tu vois, il y a quand même des adultes qui apprennent à devenir parents avec leurs enfants. Il y a les enfants, évidemment, qui grandissent et puis qui expérimentent au quotidien. Et toutes ces relations qui se croisent, jour après jour, elles influencent la manière dont chaque personne tisse la relation avec elle-même et avec les autres. Oui, c'est ça. Et on l'a déjà dit, parce que personne ne naît en étant outillé ou en ayant des techniques qui permettent de construire un relationnel de qualité. Et comme on l'a souvent dit, c'est quelque chose qui s'apprend. Et de la même manière que ça s'enseigne dans les entreprises pour permettre des relations plus fluides dans les services, c'est quelque chose qui peut s'enseigner dans les écoles, dans les collectifs, quels qu'ils soient, et dans notre cas là, dans les familles. Alors oui, quand tu dis s'enseigner, effectivement, il y a des techniques, il y a des outils qui s'apprennent et qui peuvent être utilisés efficacement dans les familles et puis ailleurs. Mais je dirais que, tu vois, avant les techniques, avant les outils, il y a aussi beaucoup à comprendre avant. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit simplement un vernis ou quelque chose qui serait dans la rubrique des trucs et astuces, tu vois, que tu appliques le jour où tu es de bonne humeur, et puis en fait, ça ne va pas plus loin. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la posture qui est à travailler et à intégrer dans sa manière d'être avec les autres. Et la qualité relationnelle, c'est quelque chose qui demande du temps et de la réflexion, parce que ça implique un véritable changement dans la manière de percevoir les autres et d'interagir avec eux. Alors, je dirais que ça commence par une prise de conscience de ses propres comportements, de ses attentes, de ses jugements. Et c'est là que ça devient un travail de fond. Et cette posture, elle repose avant tout sur l'accueil, sur l'écoute, sur la reconnaissance de l'altérité. Tu vois, tu te souviens de ça ? C'est-à-dire accepter en fait que l'autre ne fonctionne pas comme nous. Oui, c'est-à-dire que l'autre est autre, différent de soi. Oui. Tu vois, et cette altérité, elle est essentielle à comprendre. Et je dirais particulièrement dans les relations familiales. Parce que ça semble évident, l'altérité entre deux adultes. Je me dis que l'autre est différent de moi, avec ses propres besoins, ses perspectives. Il développe ses propres points de vue parce qu'il a ses connaissances, ses expériences, ses croyances. Tu vois, c'est dans un monde d'adultes. C'est pas toujours évident, mais ça peut s'appliquer quand même assez aisément. Mais imagine pour un parent, c'est beaucoup plus complexe parce que il s'agit de son enfant. Tu vois, dans les interactions familiales comme ça.
Quand l'enfant est jeune, le parent prend naturellement les décisions à sa place. Parce que l'enfant n'a pas encore les outils ou la maturité pour faire ses propres choix. Mais à mesure que l'enfant grandit, le parent doit reconnaître que cet enfant devient une personne avec une individualité à part entière. Ouais. Tu vois, capable de penser et à un moment donné de pouvoir décider pour lui-même. Et c'est là que ça devient difficile. Parce que certains parents ont du mal à voir que leur rôle évolue. C'est-à-dire qu'ils continuent de faire des choix pour leur enfant ou pour leurs enfants sans se rendre compte que cet enfant, maintenant, il est adolescent ou jeune adulte et il a besoin de faire ses propres expériences, de se tromper peut-être, mais surtout de se sentir libre de tracer son propre chemin. Et ça demande aux parents de lâcher prise sur le contrôle et alors d'accepter, d'accueillir cette altérité. Tu vois, c'est pas évident ce pas-là qu'il y a à faire pour les parents. Oui, en fait, il y a une sorte de décalage entre la volonté des jeunes de s'émanciper et en face le désir des parents de les protéger ou de maintenir un certain contrôle, en fait. Ça peut créer des incompréhensions, des frustrations et parfois installer des situations relationnelles qui sont pas très agréables, en fait. Exactement. Donc ce que tu dis, c'est que c'est important de comprendre l'altérité. Parce que c'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on est pareil, qu'on est des alter ego, en fait. Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on est pareil, tu vois. Et c'est souvent compliqué pour les parents de lâcher prise sur l'idée qu'ils se sont faits de l'avenir de leurs enfants. Tu vois, par exemple, eh bien moi, j'imagine, ma fille, elle est petite, eh bien j'imagine qu'elle va devenir avocate. Mais tu vois pas qu'en grandissant, elle dit qu'elle veut être chef pâtissier. Mais c'est pas du tout ce que j'avais en tête pour elle. Enfin, pour elle, je dirais pour moi, mais tu vois, pour elle, quoi. Et si je lâche pas prise là-dessus, ben, évidemment, il y a des choses qui vont se passer. Soit elle se résigne et elle suit la voie que j'ai tracée pour elle. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on entend des adultes dire « J'ai choisi ce métier pour faire plaisir à mes parents, mais ce qui me passionne vraiment, c'est la pâtisserie. » Et en général, la personne, elle a une 50aine d'années quand elle dit ça, tu vois. Et donc, soit elle se résigne, soit elle abandonne notre relation pour s'affranchir de cette pression qui est exercée, ou alors elle se rebelle, et ça veut dire qu'il y a des conflits ouverts. En tout cas, dans tous les cas, la relation, elle est dégradée, tu vois. En fait, d'où l'intérêt de comprendre l'altérité. Et tu as dit tout à l'heure aussi que quand on parle d'altérité, c'est aussi l'idée de reconnaître que l'autre a forcément des connaissances, des expériences et des croyances qui lui sont propres. Et en fait, toutes les prises de tête pour prouver à l'autre qu'il a tort de penser comme il pense, c'est aussi vain que quand lui tente de me prouver à moi que j'ai tort de penser comme je pense. Et finalement, chercher à savoir qui a tort ou qui a raison, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et pourtant, tu vois que c'est là-dessus qu'on peut vraiment constater qu'il y a beaucoup de conflictualité. Alors que, en effet, c'est l'accueil de la diversité des points de vue qui va permettre que chacun puisse se sentir reconnu dans cette famille, reconnu dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait et dans ce qu'il pense. Et cette reconnaissance permet d'établir la confiance entre les membres de cette famille. Et évidemment, quand la confiance est là, c'est plus facile d'être contributif au bien-être de l'autre. C'est plus facile de communiquer. Et c'est plus facile d'être dans l'échange. Alors, après, c'est peut-être bien de savoir aussi comment communiquer. Et c'est là où les techniques vont être importantes. Tu vois, une fois que cette idée-là, que ce concept de l'altérité, les membres de la famille peuvent se l'approprier, après, effectivement, on peut chercher à voir comment on fait pour se dire les choses. C'est ça. Comment communiquer sur ce qui est agréable. Parce qu'on a déjà eu l'occasion de le dire, quand quelqu'un fait quelque chose qui nous est utile ou qui nous est agréable, on peut dire merci, bien sûr, mais en fait, c'est un peu court. Ouais, c'est un peu court, et puis ça n'est pas vraiment exprimé de la reconnaissance. Et donc, tu te souviens comment ça se passe. Il y a d'abord de l'observation, des interactions dans la famille, des autres vis-à-vis de moi. Tu vois, par exemple, j'observe que, c'est ma mère tous les matins qui prépare le petit-déj. Ou j'observe que c'est mon conjoint qui emmène les enfants à l'école. Ou j'observe aussi que c'est ma fille qui fait le ménage comme convenu. En fait, j'observe ces choses qui sont faites par un membre de la famille et ces choses-là qui ne reçoivent pas de mots particuliers. Et pourtant, ça m'est utile dans la relation, ou ça m'est agréable dans la relation. Mais comme je n'ai pas pris l'habitude de le noter, en fait, c'est fait et c'est normal, quoi. Non, ça n'a rien de normal. Et mettre de la qualité dans les relations,
ça va justement être de savoir dire ce genre de choses-là. Oui, c'est... par exemple, pour la fille, comme tu disais, qui fait le ménage, l'idée, ce serait de lui dire, tu t'es engagé à nettoyer ta chambre et le salon. Quand je rentre, je vois que tout est rangé à sa place, le tapis est dépoussiéré, ça sent bon le produit pour le bois. Tu vois, quand tu fais ça, moi, ça me permet de marcher pieds nus dans la maison comme j'aime le faire. Ça me permet de me détendre après ma journée de travail. Et vraiment, je me sens soutenue dans tout l'entretien de la maison et j'en suis vraiment très contente. Ouais. Bon, alors là, c'est sans surprise la structure du message en faits, conséquences et en ressenti. Ouais. C'est-à-dire des éléments factuels. Les conséquences que ces éléments-là ont sur moi. Ouais. Alors là, ce que tu dis, toi, c'est que lorsque la maison est bien propre comme ça, ça te permet de marcher pieds nus dans la maison. Et puis ça te permet aussi de te détendre après une journée de boulot. Ça, c'est la conséquence que ça a sur toi et ce que tu ressens. C'est-à-dire le fait que tu te sens soutenue dans l'entretien de la maison et que tu es contente. Et tu vois, pour l'enfant qui va recevoir ce message, parce que très clairement, l'enfant, elle a fait un effort, hein, oui, même si elle l'a fait avec plaisir, mais n'empêche que c'était un effort, elle aurait très bien pu regarder. Ne pas le faire ou faire autre chose. Exactement. Donc, ça va être agréable pour elle de recevoir ce type de message parce que, eh bien, elle se sent justement reconnue dans l'effort qu'elle a pu fournir. Et on l'a déjà dit, mais il faut bien le répéter. Donc, de la même manière que je peux dire en quoi telle action ou tel propos m'est utile ou m'est agréable, je peux dire de la même manière en quoi telle action ou tel propos est totalement contre-productif pour moi. C'est une manière de dire sans qu'il y ait de jugement désagréable ou même de contrainte par laquelle je voudrais obliger ou empêcher l'autre de faire quelque chose. Et c'est aussi sans prêter des intentions qui sont négatives. Ouais, parce que ça s'appelle, ça porte un nom particulier, ces éléments-là qui dégradent d'une relation, ça s'appelle des pics. C'est ça, prêt d'attention, interprétation jugeante et contrainte. Ouais. Donc, par exemple, je vais pas dire, décidément, toi, je peux pas te faire confiance, t'es vraiment bête et tu dois faire exprès, en fait, de pas comprendre ce que je te dis. Et continue comme ça et tu verras la punition qui t'attend. Et du coup, tu vas dire quoi ? À la place, je vais plutôt dire, t'avais dit que tu rangerais ta chambre avant de sortir. Quand je rentre et que je vois que c'est pas fait et que je dois m'en charger moi-même avant l'arrivée des invités, ça me prend du temps en plus. Et je me sens vraiment épuisée en rentrant. Donc, tu vois, ça m'embête parce que j'avais compté sur toi pour le faire. Et quand je constate le résultat, c'est-à-dire le fait que tu l'aies pas fait, moi, ça me décourage. Oui, voilà. Donc là, on est vraiment dans le message de confrontation, hein, c'est-à-dire être capable de dire ce qu'on ressent, ce qui ne va pas, mais toujours en parlant de soi, sans chercher à juger, sans chercher à contraindre l'autre. Voilà. Donc, en fait, il y a cet élément-là, et puis ce qui va être vraiment important dans une famille, dans un collectif, en tout cas dans un groupe de personnes comme ça qui se fréquentent assidûment, je dirais, c'est la capacité de chacun à accueillir la maladresse de l'autre, tu vois, sans tomber dans le jugement ou sans coller des étiquettes. Parce que la maladresse, elle est inévitable. Ouais. À un moment donné, on va dire ou on va faire quelque chose qui ne va pas correspondre aux attentes de l'autre, sans que ce soit intentionnel. Et cette maladresse, elle découle essentiellement de ce qu'on ignore, tu vois. Et il y a tellement de choses que nous ignorons, même avec ceux que nous croyons bien connaître, tu vois. Ouais. Nos parents, nos frères, nos sœurs. Par exemple, je sais probablement pas que mon père a eu une journée difficile aujourd'hui, que mon frère a eu une mauvaise note à l'école, que ma mère est stressée à cause de son travail. Et tu vois, sans ces informations, je pourrais mal interpréter leur comportement. Et je pourrais croire, par exemple, que mon père, qui ne me parle pas, il est peut-être fâché contre moi, alors qu'en fait, il est tout simplement épuisé. Ou que ma mère, qui, a priori, j'en ai l'impression, me néglige, alors qu'en fait, elle est juste absorbée par ses soucis, tu vois. Ouais. Et cette ignorance nous pousse souvent à mal comprendre les autres, à interpréter des situations, à imaginer que leurs attitudes sont dirigées contre nous, alors que la plupart du temps, ça n'a rien à voir. C'est papa est fatigué, maman est épuisée par ce qui se passe au boulot, et le frangin qui est en train de me prendre la tête, en fait, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'a pas eu de bonne note. Mais l'information n'a pas encore circulé. C'est ça. Donc en fait, ce qui est important là, c'est de savoir prendre de la distance. Surtout quand on sent qu'une émotion négative est en train de monter en nous. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir se dire immédiatement que peut-être c'est pas lié à moi. Ouais. Que l'autre a peut-être des choses en tête que j'ignore. Et c'est presque un réflexe en fait à adopter.
ne pas réagir à chaud en interprétant de façon personnelle. Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça permet vraiment d'éviter tellement de tensions inutiles, parce qu'en fait, en prenant du recul, on peut se dire que l'autre n'a peut-être pas voulu mal faire ou que la situation est plus complexe qu'elle en a l'air. Exactement. Et c'est cette idée, tu vois, de créer, en fait, comme tu le dis, une sorte de pause entre ce que l'on perçoit et la réaction qu'on va avoir. Ouais. Alors évidemment, ça demande d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, et puis aussi de faire l'effort de comprendre que l'autre a une réalité qui lui est propre. Tu vois, c'est toujours ça l'altérité. Et que ça n'est pas toujours visible par nous. Et si, à ce moment-là, on arrive à se dire, bon, ok, je ne sais pas ce qui se passe de son côté, donc je vais plutôt éviter de juger trop vite. Et là, on va se rendre compte, en fait, que beaucoup de nos conflits peuvent être évités. Ouais. Et c'est pas... Enfin, quand je dis conflit, ça peut être dispute, c'est pas nécessairement conflit. Des moments désagréables, en fait. Exactement, des moments désagréables. Moments de tension. En famille, ouais. Et c'est pas de la passivité, c'est juste un espace qu'on se donne pour mieux appréhender la situation. Oui, c'est tout simplement reconnaître la légitimité de l'autre à être maladroit. Ouais. Et ça, on voit lors des formations que tu animes pour les médiateurs professionnels. Parce qu'en fait, lorsque les personnes sont en conflit, il y a de l'ignorance qui rencontre de la maladresse. Et finalement, que ce soit en famille ou dans n'importe quel autre contexte, ben, ce qui est important, c'est de faire attention aux personnes qui nous sont chères. Mais il faut aussi comprendre que les relations familiales, tout comme les autres relations, ça se construit. Exactement. Mais c'est pas du tout une question de chance, par exemple. C'est plutôt une question d'attention et de choix conscients qu'on fait au quotidien. Ouais. Et surtout d'efforts aussi, il faut le dire. Ouais, et c'est pas juste se dire, bon, on va faire un effort pour être sympa aujourd'hui. C'est plus profond que ça. C'est-à-dire, par exemple, ça commence par prendre le temps de vraiment écouter l'autre, tu vois, sans tout de suite vouloir imposer son point de vue. Écouter sans jugement, tu vois, en essayant de comprendre ce qui est vraiment important pour lui ou pour elle. Ouais. C'est faire attention à l'autre, quoi. Oui, quand tu dis faire attention à l'autre ou plus largement aux autres, ça englobe plusieurs choses. D'une part, il y a la posture, ce que je connais du fonctionnement de la personne, de la communication, des éléments qui peuvent causer des conflits et l'impact de mes propres représentations sur nos interactions. Ouais. Donc tout ça, ça fait que je fais attention à ce qui se passe en moi et chez l'autre. Ensuite, il y a les techniques pour bien communiquer. Alors, ça, pour le coup, il y en a quand même beaucoup. Il y a par exemple le FCR, le langage attributif, l'aide à l'expression, les merci d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi les messages de confrontation. Là, tu parles de tous les outils en fait qu'on retrouve dans l'ingénierie relationnelle. C'est ça, dans la mallette du médiateur professionnel. Ouais. Et en fait, toutes ces techniques vont participer à améliorer la qualité relationnelle. Tu vois, parfois, on peut lancer des phrases comme ça, très vexantes, blessantes, ou faire un peu de sarcasme, et puis après, quelques heures après, ou même quelques minutes après, on se dit « J'aurais pas dû dire ça, ou pourquoi j'ai dit comme ça, je voulais même pas que ce soit désagréable », et on s'en veut. Alors que quand on s'exprime vraiment en FCR ou de façon hétérocentrée, t'as pas de raison de t'en vouloir, puisque t'as dit les choses de ton point de vue, t'as pas été jugeante, t'as pas été contraignante et tu n'as pas prêté d'attention négative à l'autre, t'as juste exprimé ce que tu ressentais. Et là, clairement, dans ta relation à toi-même, tu ne peux être qu'apaisé. C'est ça. J'ai envie de rajouter que souvent, on peut se dire qu'on voit pas tellement pourquoi on fera un effort alors que l'autre n'en fait aucun. Ah oui, alors ça, je dois dire qu'en médiation, c'est quelque chose que nous entendons, nous médiateurs professionnels, énormément. Je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais le faire, alors que lui, etc. C'est ça. Mais en fait, si on veut du changement dans la manière de communiquer, bon, on peut toujours attendre le changement de l'autre, hein, mais un changement qui est sûr et concret, c'est quand même le changement qu'on va impulser. Donc, si on veut du changement dans la manière de communiquer, dans la manière d'être ensemble, il faut bien que quelqu'un impulse ce changement. Parce que ce serait complètement fou de vouloir du changement et de toujours faire pareil. Non, mais je crois que c'est Einstein qui a dit ça. Je suis pas très sûr que ce soit lui, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Mais la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ah ben voilà.